Ouais, je sais, tu sais, au podcast La Relève, parfois, on est peut-être un peu d'avance. Tu sais, 9 août 2025, nous, ben, on a déjà la tête au temps des fêtes. May all your Christmases Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Bonjour tout le monde, et bien oui, on est de retour encore une fois cette semaine pour une autre capsule estivale. Pas vraiment le choix, évidemment, avec le contenu qu'on avait, avec le tournoi estival en prévision mondiale junior. Évidemment, on vous a présenté qu'est-ce qui s'est passé avec les meilleurs joueurs des Canadiens, qui sont les joueurs qui ont retenu notre attention. On a pensé que c'était super pertinent, ça permet de voir la progression, comment certains joueurs se sont développés physiquement et à quel point ils ont été capables de se tailler une place, d'impressionner parfois avec leurs équipes. On a parlé énormément d'Atos Koivu, de Michael H., d'Owen Protz, d'LJ Mooney, les espoirs des Canadiens. Mais là, aujourd'hui, on s'attarde un peu plus sur Équipe Canada Junior. On se met un peu à la place de Dale Hunter. Si on est le 9 août 2025, qu'on a en tête qu'est-ce qu'on a vu dans le tournoi estival et qu'est-ce qu'on peut avoir en tête également parmi la formation, parmi les joueurs qui pourraient être disponibles à l'équipe Canada Junior, ce qu'on pourrait voir à la période des fêtes là, du côté du Minnesota. Donc, on va s'amuser un petit peu. On décortique nos attaquants, on décortique nos défenseurs et on décortique nos gardiens de but. Ça va être assez intéressant. Alors, on commence avec les attaquants. On le voit d'abord, il y a 5 joueurs qui reviennent de l'édition 2025, celle qui, on va se le dire, déçu du côté d'Ottawa, s'est fait éliminer en quart de finale. Deuxième année de suite que l'équipe canadienne junior s'incline en quart de finale. Donc, on regarde le premier trio, pas vraiment quelque chose de surprenant. Gavin McKenna à l'aile, Bertie Catton au centre et Beckett Seneca à l'aile droite. Évidemment, Gavin McKenna, par son statut de joueur admissible au repêchage, par le fait qu'on le compare énormément au Connor Bedard, au Connor McDavid, au Sidney Crosby de ce monde, on le place dans cette conversation-là. C'est quelqu'un qui revient de l'an dernier, pas le choix de le placer sur le premier trio. Tournoi estival, pas mal moins évident. Il a été capable de montrer quand même sa créativité. Il était capable de montrer que le long des rampes, premièrement, il a une combativité, il a un excellent bâton, il est capable de s'impliquer en coin de patinoire. Si on exclut tout ça, Gavin McKenna, c'est quand même quelqu'un qui a obtenu des statistiques incroyables dans la WHL l'an dernier, se dirige dans la NCAA à Penn State parce que, justement, il a vraiment été impressionnant. Quand tu es nommé joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey, alors que tu n'as même pas été repêché encore, que tu es à ta saison de 16 ou de 17 ans, que tu obtiens 129 points en 56 matchs avec l'équipe championne, les Tigers de Minnesota, tu n'as pas le choix de le placer quelque part. Tu n'as pas le choix de lui donner un rôle important. Et il faut oser espérer que Gavin McKenna, ce sera son année au Mondial Junior 2026. J'ai placé Gerber Catton. Catton, c'est un des 5 qui revient également. Rôle peut-être un peu plus effacé à Ottawa, mais là, il y a des joueurs qui partent. Honnêtement, c'est celui qui a le plus d'expérience, c'est celui qui a le plus produit dans la Ligue canadienne de hockey l'an dernier. C'est quelqu'un qui a quand même obtenu 109 points en 57 matchs. Et Catton, selon moi, dans tous les centres disponibles, et je pense que le Canada a une très belle profondeur à ce niveau-là. Vous allez le remarquer, j'ai choisi beaucoup de joueurs de 19 ans. Je pense que ça, c'est important. Il y a beaucoup de choix de premier tour, il y a beaucoup de joueurs de gros gabarits qui ont cet âge-là. Ça va donner un avantage à l'équipe canadienne junior au niveau de l'expérience. Du moins, j'ose penser qu'un Dale Hunter va y aller de cette façon-là et c'est pas comme si tu hésites entre un joueur moyen de 19 ans ou un excellent joueur de 18. Il y a de très, très bons joueurs qui ont été repêchés en 2024 et qui sont solides, là, justement, dans les joueurs de 19 ans. Et Catton, c'en est un. Moi, je pense que si tu le places avec McKenna, ou peu importe avec qui tu l'utilises au sein du top 6, ça peut donner quelque chose d'assez bon. Et Seneca, qui, lui, non seulement n'a pas participé avec l'équipe Canada Junior l'an dernier, mais il s'avait fait couler beaucoup d'encre, n'avait même pas été invité au camp. Bien là, à un moment donné, avec les 2 déceptions qu'on a eues, on a besoin de talent offensif, on a besoin de punch. Beckett Seneca demeure quand même un ailier de 6 pieds 4 pouces. Il demeure un 3e choix au total des Ducks d'Anaheim. Et je ne suis pas certain, justement, qu'il va se tailler une place avec les Ducks. J'ai comme l'impression que Seneca a beaucoup de choses à améliorer défensivement, ce qui pourrait faire en sorte que le nouvel entraîneur-chef, Joel Kenville, pourrait avoir peur un petit peu, pourrait préférer des vétérans, et je pense que la venue, notamment d'un Chris Kreider, lui enlève un poste. Donc, j'ai l'impression que Seneca, premièrement, va retourner avec les Generals d'Oshawa
ou peu importe, à moins qu'on l'échange. Là. Et là, justement, je pense qu'un Seneca, avec sa vitesse, avec sa créativité, ses mains hallucinantes, capable de faire beaucoup de jeux à haute vitesse. Deuxième trio, Caden Lindstrom, Michael Misa et Porter Martone. Là, c'est une question à se demander qui va jouer au centre. J'ai placé Misa. Lindstrom a été l'un des bons joueurs. Clairement, tu as vu que ses blessures sont peut-être derrière lui. C'est quelqu'un au niveau physique, on le sait, c'est quelqu'un qui est très hargneux, capable de gagner beaucoup de bagarres. Il aime quand ça brasse, il aime être dans les mêlées où justement, après les sifflets, on commence à se parler un petit peu. Il a un bon tir. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de son tournoi estival à Caden Lindstrom, c'est qu'on le voyait beaucoup autour du filet, dans l'enclave, aller chercher des retours. Pas peur, justement, d'utiliser son gabarit et d'avoir l'avantage sur les défenseurs. Et je pense qu'un Dale Hunter, premièrement, a dû prendre des notes. Et deuxièmement, je pense que pour cet aspect-là, de le placer dans l'enclave, d'avoir vraiment quelqu'un de très bon à ce niveau-là, un Caden Lindstrom devient quelqu'un d'utile. Michael Misa, honnêtement, j'ai été très déçu de son tournoi estival. J'ai trouvé, premièrement, on l'a utilisé parfois à l'aile, là, et c'était moins évident. On voyait que là, il y avait peut-être les défenseurs un peu trop dans le visage. Ils tentaient toutes sortes de jeux, mais comme il y avait moins d'espace, plus de pertes de rondelles. On disait qu'il tentait beaucoup trop de choses. Mais à un moment donné, Michael Misa, c'est un deuxième choix au total. Ça a été le meilleur pointeur de toute la Ligue canadienne au complet au niveau des points. 134 points en 65 matchs. Il faut quand même que tu le considères. La question d'avantage dans son cas, c'est est-ce que les Sharks vont le garder? Moi, le tournoi m'a laissé montrer que justement, dans un style de jeu avec plus de vitesse, plus d'intensité, plus de joueurs un peu autour de lui qui sont capables de lui faire la vie dure au niveau de l'intensité et surtout de l'exécution. Je ne sais pas s'il est encore prêt, Michael Misa. Je me demande si la NCAA ne serait pas une bonne idée pour lui. C'est pourquoi je le place dans la formation au sein d'un deuxième trio avec un Lindstrom. Et évidemment, Porter Martone, qui revient de l'an dernier, c'est un gros bonhomme également. C'est quelqu'un qui va jouer à Michigan State avec Lindstrom, donc va potentiellement avoir un élément de chimie qui va se développer durant l'automne. Et on le sait, c'est quelqu'un qui est quand même assez robuste aussi, quelqu'un qui est très bon autour du filet, qui a d'excellentes mains, qui a un bon tir, a moins de coups de patin. Il est moins capable de transporter la rondelle et tout ça, mais je pense que pour un joueur de 18 ou de 19 ans, là, Barton, c'est un late. Théoriquement, en ce moment, il a 18 ans, mais il aura 19 cet automne. C'est un tournoi de joueurs de 19 ans. Un gars comme Marton, vraiment, est capable de se démarquer à ce niveau-là. Troisième trio, TJ Ginla, Jet Lushenko et Michael Age. Le gros point d'interrogation dans cette formation-là, c'était Ginla. On s'entend, il a raté pratiquement toute la saison dernière en raison d'une blessure. Et il ne sera pas rétabli pour le début de la saison. Reste de rater peut-être même le camp du Mammouth de l'Utah. Donc ça, c'est un peu compliqué dans le cas de TJ Ginla. C'est possible que finalement, s'il n'est pas capable de se remettre à temps, qu'il n'ait pas le temps de prendre son rythme, ben là, à un moment donné, si t'es Dale Hunter, tu as énormément de choix, tu as beaucoup d'ailiers, et surtout cette année, tu as beaucoup d'ailiers qui ont un peu le même style qu'Ginla, un gars qui est capable de bien jouer dans les deux sens de la patinoire, quelqu'un qui est efficace le long des rampes, qui est bon pour gagner des bagarres et qui a surtout une créativité incroyable. Je le place pour l'instant, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. C'est le nom peut-être le plus susceptible de sortir de cette formation-là si on refait l'exercice lorsqu'on va revenir à notre formule régulière, là, les alentours du mois de novembre ou de décembre. Jet Lushenko, bien évidemment, un des 5 qui revient également. Lui, la grosse question, c'est est-ce qu'il va se tailler une place avec les Flyers de Philadelphie? Moi, je pense que non. Je regarde un peu qu'est-ce qu'on a du côté des Flyers. Tu as Sean Couturier, tu as Trevor Zegras, tu as Noah Cates et tu as surtout la nouvelle acquisition Christian Dvorak avec son contrat de 5 400 000 $. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de place pour Lushenko. Et à la limite, si on le garde, ce sera peut-être comme un ailier de se dire on est mieux de le garder dans la LNH et qu'il se développe au niveau des entraînements, de prendre des bagarres un contre un dans les entraînements, de se renforcer contre des joueurs de la LNH plutôt que de le renvoyer dans la OHL, qui a eu plusieurs pertes. Martone en est une, justement. Mais si c'est le cas, ça va quand même faire en sorte que Lushenko n'aura pas un énorme temps de jeu. Tu as peut-être intérêt à le renvoyer au Mondial Junior ou
je pense, va avoir un rôle plus important. C'est quelqu'un avec sa vitesse pour défier les défenseurs, pour appliquer de la pression autant en échec avant que d'aller chercher des chances parce qu'à un moment donné, les défenseurs sont sur le qui-vive, ne savent pas trop sur quel pied danser parce que tu as un joueur trop rapide devant toi. C'est là qu'un Lushenko devient utile. Et moi, je pense que sur un troisième trio, il est vraiment à sa place. Et évidemment, l'espoir des Canadiens, Michael Hage, qui est à droite. Le gros avantage de Hage, je pense, c'est que premièrement, c'est un droitier. Il y a peut-être moins de candidats dans la même chaise que Hage qui sont droitiers. Ça, je pense que ça aide immédiatement l'espoir des Canadiens pour se tailler une place. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, pas le choix de parler de son tournoi estival. Tu sais, si t'es Dale Hunter, que je pense qu'il y avait déjà une idée c'était qui, là, mais que tu ne sais pas c'est qui Michael Hage. Et là, tu viens de voir le tournoi qu'il a connu. 5 points en 4 matchs, a marqué dans chacune des rencontres dans lesquelles il a été utilisé. Et surtout, Michael Hage. Là, on s'entend, on est au sein d'un troisième trio. Tu veux de l'attaque, mais tu veux quelqu'un qui peut peut-être t'en donner défensivement, qui ne sera pas un risque et qui, si ça se passe moins bien, tu peux le promener dans la formation. Tu peux le placer sur un premier et un deuxième. Puis si ça va trop bien, ben, tu peux le placer sur un quatrième trio. Mais Hage a montré que non seulement au niveau coup de patin, si tu le places avec Lushenko et Iginla, ça va très bien se passer. Il n'y aura pas de problème. Les trois membres vont être capables de générer beaucoup de rythme et vraiment de faire circuler la rondelle en fond de territoire. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Mais ce que j'ai aimé de Hage, c'est que, deuxièmement, on en a souvent parlé, il a gagné quand même de la force physique dans les dernières semaines. Il a maintenant, selon ses propres dires, pris 10 livres. Donc ça, c'est très, très bon. Il est capable de se débrouiller pas mal plus dans les coins de patinoire. Il y a des joueurs qui arrivent à peu près du même gabarit, qui tentent de lui suturer la rondelle, et ça va très bien. Il sort des coins avec la rondelle, il n'est pas intimidé. Il est pas mal plus difficile à repousser le long des rampes et à l'éloigner de la rondelle. Mais surtout, défensivement, Hage, il s'est pas mal amélioré. Dale Hunter l'a dit lui-même, il a adoré le tournoi de Hage. C'était l'un des meilleurs joueurs. Et surtout que son jeu sur 200 pieds était incroyable, chose que les Canadiens de Montréal voulaient qu'il travaille. Donc ça, c'est très important. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que Michael Hage est le gars qui va gagner ce poste-là au sein du troisième trio. Évidemment, on verra qu'est-ce que ça va donner avec les Wolverines du Michigan là, pour la saison prochaine. Et le quatrième trio, Sacha Boisvert, Cole Baudouin et Sam O'Reilly. J'ai parlé de Hage, mais Sacha Boisvert, en fin du tournoi estival pour le Mondial Junior, était sur le même trio. Hage était à droite, Boisvert était à l'aile. Et ça a été l'un des meilleurs joueurs. Il a eu vraiment formé un très, très bon trio avec Cole Rechny. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Boisvert, c'est que là, on est sur un quatrième trio. Tu as besoin? Oui, au besoin, si tu as des problèmes au niveau offensif avec des Lindstrom, des Martin, des Hage, mais c'est bon d'avoir des gars offensifs. Donc, c'est pourquoi j'ai gardé un Sacha Boisvert. C'est pourquoi, même dans mes attaquants supplémentaires, j'ai gardé aussi quelques éléments qui sont capables d'amener vraiment, de se démarquer avec le tir, les feintes, la vision de jeu, la créativité, vraiment de se démarquer à ce niveau-là. Mais je pense que c'est important aussi d'amener d'éléments robustesse, d'amener un élément défensif. Et coup de patin, Dale Hunter, pour le surveiller avec les Knights de London, c'est quelqu'un qui affectionne le rythme. Ça bouge très rapidement. Cole Baudouin, un autre qui revient de l'an dernier, qui était utilisé au sein d'un 3 ou d'un 4e trio l'an dernier. Et honnêtement, c'est pas mal sa chaise. C'est quelqu'un qui est très imposant physiquement. On a souvent vanté à quel point au niveau de la condition physique, il est pratiquement parfait. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'intensité, le fait que c'est un gars d'équipe, le fait que c'est une bonne personne, j'ai déjà eu l'occasion de lui parler à Cole Baudouin et tu vois justement que là-dessus, c'est un bon leader, c'est quelqu'un qui va très bien se greffer à ce groupe-là et c'est à peu près le genre de joueur d'énergie parfait pour placer au sein d'un 4e trio. Il est fort physiquement, tu peux l'envoyer au filet. C'est un bon gars au cercle des mises au jeu aussi, donc si tu as besoin d'une bonne mise au jeu à la fin d'une rencontre, par exemple, si tu mènes 3-2 contre les Américains en demi-finale, je dis n'importe quoi, ben, un gars comme Baudouin va devenir efficace. Et Sam O'Reilly, ben cela, vous me voyez venir, l'espoir repêché par les Oilers d'Edmonton, mais maintenant qui appartient au Lightning de Tampa Bay, qui était dans la transaction Isaac Howard plus tôt cet été. Mais O'Reilly joue pour les Knights de London, joue pour Dale Hunter. Hunter va clairement se choisir, selon moi, un gars. Évidemment, il ne choisira pas un gars de 4e trio qui n'a pas sa place là, mais il va prendre un gars important qu'il connaît déjà dans son équipe et auquel il peut faire confiance pour l'équipe canadienne junior. Sam O'Reilly,
c'est un gars de coup de patin. C'est un gars qui est très bon défensivement. Il est très bon avec son bâton. C'est quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui crée beaucoup de revirements. Et on le voit constamment dans les mêlées. Moi, que je me rappelle notamment à la Coupe Memorial, a eu la mission notamment de contrer un Gavin McKenna. Il a été efficace. Il était très bon. Ça a été un peu le héros obscur des Knights de London dans cette conquête de la Coupe Memorial. Là. Les attaquants supplémentaires, j'ai choisi Liam Greentree et Caleb Desnoyers. C'est pas compliqué. Liam Greentree, un peu comme un Porter Martin, son coup de patin il laisse à désirer. Mais il a 19 ans. Je pense que ça va être un problème dans ce tournoi-là. Et c'est tellement un bon marqueur. Il a compté 49 buts l'an dernier. A vraiment été parmi les meilleurs pointeurs de la OHL au grand complet. Tu dois considérer ça. Tu dois être en mesure d'avoir son aspect physique également. Et Caleb Desnoyers, ben écoute, on parle quand même du 4e choix au total. Oui, c'est un joueur de 18 ans, mais... Et tout le monde le sait, c'est un gagnant, Caleb Desnoyers. Et ça, je pense que ça va faire plaisir à Dale Hunter, aussitôt qu'il va le côtoyer, qu'il va le voir, qu'il est bon pour l'esprit d'équipe, qu'il a le feu dans les yeux, qu'il n'a aucun problème, peu importe, que ce soit le premier match préparatoire ou le match pour la médaille d'or, c'est quelqu'un qui va être prêt, c'est quelqu'un qui va rehausser son jeu d'un cran. Et surtout, Caleb Desnoyers est un excellent joueur défensif. C'est quelqu'un qui couvre bien ses espaces. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression. Donc, j'ai l'impression que pour ces raisons-là, Caleb Desnoyers, on va le voir dans les attaquants supplémentaires. Ça fait mal d'avoir exclu Cole Rechny et Brady Martin. Malheureusement, Rechny, qui a eu un excellent tournoi, selon moi, ça a peut-être été le meilleur de l'équipe canadienne junior, mais je trouve qu'au centre, on a un peu trop de choix. Tu ne peux pas te priver d'un Catton, d'un Misa, d'un Lushenko, d'un Baudouin. Et tu sais, tu as même des options qui sont à l'aile et que tu as des joueurs de centre naturel. Je pense à Lindstrom, je pense à Michael Age. Boisvert est capable de jouer au centre également. Caleb Desnoyers. Donc, j'ai l'impression que ça va nuire un petit peu à Cole Rechny. Et son gabarit fait en sorte qu'au sein d'un 4e trio, tu es peut-être avantagé de prendre un Boisvert, un Baudouin ou un O'Reilly. Au niveau de la défense, évidemment, dans la formation que j'ai dressée, le nom à surveiller, ça va être simplement, est-ce qu'il va être là ou non? C'est Matthew Schaefer, qui, on s'entend, un contrat d'entrée avec les Islanders de New York. Selon moi, va se tailler une place avec les Islanders, mais au sein d'une 3e paire. Je pense qu'on va le protéger du côté de Patrick Roy. Donc, ce que j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est que les Islanders vont prêter Matthew Schaefer à Équipe Canada Junior. Et c'est là que Schaefer va avoir un rôle très important. Il va avoir un excellent coup de patin, sa vision de jeu est extraordinaire. On l'a vu un peu au tournoi estival, encore une fois. Il a été extraordinaire. Il a la rondelle, il sait déjà qu'est-ce qu'il va réaliser. Ça devient difficile de couvrir les joueurs lorsque Matthew Schaefer a la rondelle. On lui place Harrison Brunick, qui était son partenaire de défense à droite dans le tournoi estival pour le Mondial Junior. Harrison Brunick s'était taillé une place avec l'équipe Canada Junior l'an dernier, mais qui s'était blessé, donc avait dû déclarer forfait. Mais pour ceux qui le connaissent moins, Harrison Brunick, c'est un gros défenseur, mais qui est rapide. C'est quelqu'un qui a peut-être même des chances. Là, dans les médias de Pittsburgh, on rapporte souvent son nom comme un candidat pour jouer avec les Pingouins. C'est un gars qui est fort physiquement. C'est un gars qui est quand même bon le long des rampes. Pas le plus physique, mais surtout intelligent et surtout se sert de sa taille avec brio. Un peu l'image de Schaefer, Sam Dickinson, sur ma 2e paire, c'est un peu la même chose. Donc, lui revient de l'an dernier. Et lui, selon moi, va se tailler une place avec les Sharks de San Jose. Donc, comme Schaefer, mais je n'ai pas l'impression qu'il va se mériter une place assez importante pour que les Sharks se disent on le garde. De toute façon, les Sharks, on risque d'être encore dans la cave. C'est pas comme si on avait besoin de lui pour participer aux séries, pour générer de l'attaque, pour aider l'équipe à gagner des rencontres. Et je pense qu'on va le prêter à l'équipe Canada Junior au sein d'une 2e paire. Si Schaefer est là, s'il n'est pas là, ben Dickinson devient quand même un excellent premier défenseur. C'est quand même un joueur qui a été repêché très tôt en 2024, quand même 11e au total. Ça va devenir, selon moi, un excellent défenseur. Tu sais, le plan physique est là, le coup de patin est là, le côté offensif, c'est quelqu'un qui a un excellent tir. Il a peut-être des problèmes un peu défensivement, mais je pense qu'à 19 ans, il va être pas mal plus à l'aise à ce niveau-là. Et je lui ai mis Ben Danford. Évidemment que lorsque tu es un espoir des Maple Leafs de Toronto, ça aide toujours. Danford n'a pas eu le plus grand tournoi estival, mais Danford, c'est un gars défensif. C'est justement le gars parfait à placer avec un Dickinson qui va bloquer beaucoup de tirs, qui va jouer défensivement. C'est un peu un successeur de
de Christopher Tanev, si on veut. C'est pourquoi moi, je l'ai toujours adoré. Son coup de patin est bon. C'est quelqu'un qui est capable de sacrifier pour l'équipe, même s'il y a des petites blessures mineures. Il ne va pas abandonner. Il va être encore très efficace, même si au niveau offensif, ce ne sera pas très éclatant, même qu'il risque de ne rien avoir du tout. Mais c'est pas grave. Dans ton top 4, il devient important. Et ma troisième paire, je me suis fait une paire des Silver Tips d'Everett. Taryn Smith, un espoir des Ducks d'Anaheim qui a obtenu 60 points en 65 rencontres avec les Silver Tips l'an dernier. J'ai trouvé qu'il était excellent dans le tournoi estival. Ça a été l'un des joueurs les plus obscurs invités. Mais Smith a un bon coup de patin. C'est quelqu'un qui a un élément quand même robuste, capable de frapper, capable de rendre la vie difficile aux attaquants le long des rampes et tout ça. Mais j'ai aimé ses relances. J'ai aimé le fait que lorsqu'on appliquait de l'échec avant chez les adversaires, il était rapide. Il était toujours capable de trouver la passe au bon moment, vraiment d'aider vraiment la transition avec un bon jeu de passe, capable de se porter vers l'avant aussi, de transporter la rondelle, d'ouvrir les occasions et tout ça. Et Landon Dupont, à 16 ans, c'est un phénomène, Landon Dupont. C'est rare que tu vas voir des joueurs de 16 ans, surtout en défense, se tailler une place avec l'équipe Canada Junior. Mais quand tu es le 11e meilleur pointeur de toute l'histoire de la Ligue canadienne au complet pour les points chez un défenseur de moins de 17 ans et que tu en as 15 parce que tu as le statut de joueur exceptionnel, Landon Dupont est 5 pieds 11 pouces, mais le coup de patin est extraordinaire. Il est capable d'amener la rondelle de sa zone à la zone adverse en un claquement de doigts. Il est impressionnant. C'est quelqu'un qui est capable de brasser la cabane. Physiquement, il frappe. C'est un leader. Il n'a pas peur d'aller défendre des coéquipiers. Capable de bien jouer défensivement. Il a un bon bâton. Capable d'appliquer la pression au bon moment. Vraiment, Landon Dupont. Et là, je parle d'un défenseur de 15 ans. Habituellement, lorsque je parle d'un joueur de cet âge-là, qui va en avoir 16 cette année, souvent, je vais dire, bon, il manque un peu de coup de patin ou il manque de gabarit, mais c'est normal, il est encore très jeune. Il va simplement s'améliorer, il va progresser au niveau expérience, il va être plus à l'aise défensivement. Mais Landon Dupont a tout et il avait 15 ans. Là, il va en avoir 16, va simplement se renforcer physiquement. Et là, c'est de voir là, entre lui ou Keaton Veroff, l'autre défenseur de 6 pieds 4 pouces qui lui a 17 ans, les deux vont représenter le Canada dès lundi à la Coupe Linka-Gretzky. Donc, ce sera intéressant de les surveiller. Les deux vont se battre pour un poste, selon moi. Mais je donne une petite largeur d'avance à Dupont parce que je pense que défensivement, il est peut-être un petit peu plus solide. Et pour des tournois comme le Mondial Junior, ça devient toujours un élément intéressant. Et les défenseurs supplémentaires que j'ai choisis, Keshawn Aitchison, évidemment, si ça va moins bien au niveau offensif pour un Smith ou un Dickinson, qui a quand même eu des problèmes au Mondial Junior l'an dernier, Aitchison est peut-être capable d'aller remplacer à gauche et peut-être capable d'avoir une responsabilité supplémentaire. Donc, capable de diriger des tirs, capable de ne pas se compliquer la vie. C'est pas le joueur qui va se mettre à faire des tourniquets et déjouer tout le monde, mais pour placer la rondelle efficacement, d'amener peut-être un 3 ou 4 points dans le tournoi, s'il joue évidemment, parce que je le place dans les défenseurs supplémentaires, ça devient quelqu'un d'utile et on connaît tous son côté robuste. On sait tous à quel point il est capable d'être intimidant le long des rampes. Évidemment, avec l'équipe Canada Junior, ça devient un autre gros avantage que Sean Aitchison. Et ma plus grosse surprise, Owen Protz. Pourquoi j'ai placé Owen Protz? On s'entend, on parle d'un 8e défenseur. Donc, c'est pas quelqu'un là, qui, vous allez voir en fin de tournoi, là, va devenir le meilleur défenseur du tournoi, va être devant Brunick, un Matthew Schaefer, oubliez ça. Mais si tu as besoin d'un spécialiste uniquement défensif, qui bloque des tirs, qui est bon dans sa zone, qui est bon pour savoir quand attaquer les joueurs le long des rampes, pour savoir quand quitter sa position et être en mesure d'aller se mêler dans les bagarres 1 contre 1, est quand même capable de faire quelques relances. Moi, j'ai trouvé qu'Owen Protz au tournoi estival pour le Mondial Junior a été excellent. Il a fait un très, très bon travail et selon moi, il a gagné des points dans l'estime d'un Dale Hunter. Les candidats qu'on pourrait voir peut-être devant ça, Owen Protz, c'est Henry Muse, c'est Charlie Illick, c'est Spencer Gill, mais j'ai l'impression que Protz, qui en passant est un gaucher, premièrement, est plus fort physiquement, frappe plus qu'un Muse, donc ça, c'est un avantage. Et comparativement à un Illick ou un Gill, je l'ai trouvé plus stable, justement, lorsqu'il y avait de l'échec avant, lorsqu'il devait précipiter ses décisions. Donc, à quelque part, si tu dis, bon, écoute, on va amener peut-être un petit peu plus de flamèche, disons qu'un Dupont ou un Veroff vont moins bien sur la 3e paire,
Ben, pourquoi ne pas placer au One Plus? Bon, je le répète, c'est très audacieux. L'endroit où il y a probablement le moins de suspense, c'est chez les gardiens de but. On s'entend, il y en a 2 qui reviennent de l'an dernier et c'était les 2 qui avaient la pole, donc pas vraiment le choix d'y aller avec eux. Carter George demeure le gardien de but numéro 1. Quand tu as déjà disputé 2 matchs, notamment dans la Ligue américaine, j'ai regardé les 2, il a été fantastique. Il a alloué seulement un but en 2 matchs avec le Rank d'Ontario, dans des matchs où il a quand même été testé. Et on a vu à quel point il est calme. Ça a peut-être été le joueur le moins responsable des déboires d'équipe Canada Junior l'an dernier. Donc, tu es obligé de rester avec lui. Jack Ivankovic, pas très gros non plus, 6 pieds. Mais on l'a vu dans le match qu'il a disputé au Mondial Junior, il avait quand même été très bon. C'était pas de sa faute si ça s'était moins bien passé contre la Lettonie. Et lui, c'est un peu la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est athlétique, ne va jamais abandonner sur les arrêts, il est calme. Et selon moi, Joshua Ravensbergen a gagné son poste dans le tournoi estival. Il était là avec Kevin Garner, l'espoir des Blue Jackets de Columbus. Mais premièrement, Garner, il 6 pieds 1 pouce. J'ai l'impression que j'aime toujours avoir des compléments. Et tu sais, George et Ivankovic sont plus petits un peu. Je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un d'un peu plus gros au cas où si les 2 autres commencent à avoir des problèmes au niveau gabarit. C'est bon d'avoir le gardien de 6 pieds 5 pouces, qui en passant est un choix de premier tour, 30e au total des Sharks de San Jose lors du dernier encamp. Et Ravensbergen, comme je l'ai mentionné, a été très bon, j'ai trouvé, dans le tournoi estival, spécialement contre les États-Unis. Réalisé 24 arrêts. J'ai trouvé qu'il était calme. Lui, c'était la même chose. Profitait de son gabarit, toujours au bon endroit, au bon moment. Il est assez athlétique, ce qui fait en sorte que même s'il y a souvent des passes transversales, des chances difficiles, ça semble facile quand même dans son cas. Donc voilà, ça fait le tour pour l'équipe canadienne junior. C'est très intéressant. Évidemment, c'est le portrait qu'on a le 9 août. Donc, il peut y avoir encore beaucoup de choses qui vont se dérouler. Il peut y avoir des blessés. Il va falloir surveiller également les débuts de saison. Mais en date du 9 août, ce serait un peu le portrait. Je pense qu'on a une belle formation, surtout à l'attaque, de la vitesse. On a des gars intelligents, on a beaucoup de joueurs de 19 ans, des gars physiques. Je pense qu'on est capable d'aller chercher la médaille d'or du côté du Canada, surtout que devant le filet, on a de bons candidats aussi. On a Carter George qui a beaucoup d'expérience et qui, selon moi, est capable d'amener cette équipe-là à la médaille d'or. Mais bon, j'avais dit ça l'an dernier aussi, donc on verra bien qu'est-ce que Dale Hunter est capable de faire. La pression va être là. Et d'ici là, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. On va surveiller ça. Mais ce serait mes favoris pour l'équipe Canada Junior.